nous sommes là et nous sommes toujours un partenaire traditionnel, un partenaire naturel, comme on va dire, de différentes organisations qui concernent l'environnement, la culture et autres. Ainsi donc, pour ce rendez-vous, cette table ronde qu'on va organiser, il y a bien sûr la province Nord qui va être là avec la personne de Madame Nadia Heo, qui est l'élu provincial, président de la commission environnement de la province Nord. Madame Heo, bonjour et merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Nous avons également l'équipe du service de la culture, dont son directeur, M. Emmanuel Chibaou. Bonjour. Bonjour, Dido. Et avec M. Casson, c'est ça? Bonjour. Bonjour à tous. C'est Jean-Jérôme Casson. Merci beaucoup. Également, nous avons aussi Vincent Djamali, que vous avez entendu tout à l'heure. Je le rappelle, sur une autre séquence de la journée. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui pour cette table ronde. Monsieur Djamali, bonjour encore une fois. Bonjour. Et avec le représentant de la chasse, la Fédération de la chasse de Nouvelle-Calédonie, Pierre Aubé. Bonjour tout le monde. Il est accompagné, je vous le rappelle, de son vice-président, André, voilà, que l'on salue également. Merci encore une fois à vous, très cher public, d'être là avec nous et de nous entendre là où vous êtes, mais également ici, au Centre culturel. Merci à l'équipe technique. Hein. Nous avons donc une équipe technique très performante aujourd'hui, donc, que je salue également. Pour commencer, on va poser la problématique et le contexte. Et c'est M. Malik Wedine qui va nous donner les choses, qui va nous informer de ce qui se passe exactement sur la problématique de la roussette. C'est la première séquence de ce débat, ou plutôt de cette table ronde. On va poser le contexte avec l'ensemble des intervenants. Et nous allons commencer, bien sûr, avec Malik. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, oui, pourquoi on fait ce travail-là aujourd'hui? On remarque avec les études qui sont menées en province Nord depuis presque 20 ans maintenant, qu'on a un déclin de la population de roussettes. On a 33% des nids qui auraient disparu en 40 ans. Et les derniers travaux nous montrent aussi que même si on a des effectifs de roussettes qui paraissent importants, de l'ordre de 600 000 individus, on a aussi des prélèvements qui sont très importants en face, avec au moins 52 000 roussettes qui sont prélevées chaque année par la chasse et le braconnage, mais également au moins 43 000 roussettes qui seraient prélevées dans le milieu naturel par les chats arrêts, les chats domestiques retournés à l'état sauvage. Et le chiffre qu'on doit atteindre à l'heure actuelle, ce serait de réduire la chasse ou du moins les prélèvements à 15 000 roussettes par an pour pouvoir avoir une population de roussettes stable. Et il y a un travail que vous effectuez donc, en même temps, avec qui et pourquoi? Donc le programme Horizon Roussette, le premier projet, c'est un projet d'animation pour une gestion concertée qu'on réalise maintenant parce qu'on a le soutien financier de l'OFB pour mener à bien ce projet et qui consiste en 3 parties. Donc l'objectif, c'est de favoriser l'évolution de la gestion vers une meilleure préservation de la population de roussettes en prenant en compte les enjeux socioculturels et en associant les habitants et les habitantes à ce travail. Je rappelle que vous avez fait un doctorat là-dessus, c'est bien ça, ou une thèse. Mais c'est important aussi de dire qu'il y a des études scientifiques qui se font sur le sujet. Oui, exactement. Donc, et c'est aussi important de rappeler que ces études, elles sont menées avec l'aide et la participation de beaucoup d'habitants et d'habitantes de la province Nord, et aussi beaucoup de personnes qui ont partagé leur savoir et leurs connaissances sur les roussettes. À côté de vous, nous avons donc Madame Nadia Heo. Pour la province Nord, il est important de savoir que la situation elle est préoccupante, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la roussette est gérée actuellement en province Nord? Ou les orientations, on va dire. Donc actuellement,
On a une réglementation, hein, je veux dire, qui régit un peu le délai, et puis, non, pas le délai, la période et puis le quota. Donc, la période, c'est uniquement les 5 week-ends du mois d'avril et pour 5 recettes par chasseur, hein. Donc, par jour et par chasseur. Donc, et pourquoi le mois d'avril? Parce que on se cale sur la fête de l'igname, hein, donc là où on mange l'igname et puis toujours accompagné de C'est une gibier. question culturelle. Voilà, exactement. Donc, c'est un suivi d'ordre normal pour vous, ou il y a des actions qu'il faut? Un suivi, oui, il y a un suivi qui est naturel, mais malheureusement, on constate que ce suivi n'est peut-être pas effectif à 100% parce que il y a la surchasse et puis en dehors de cette période-là qui est réglementée. Il y a justement la réglementation, mais il y a aussi des équipes que vous mettez en place au niveau de la province Nord pour pouvoir agir. Exactement. On a les gardes de nature, hein, mais avec ces gardes de nature, on a d'autres agents qui sont assermentés, mais c'est peut-être pas suffisant. Et donc, certainement qu'il faudra aussi rappeler la responsabilité de chacun pour gérer au mieux cette protection. Sûrement qu'il y a des comptages, etc. Malik, si vous pouvez aussi compléter les informations qui sont données par Madame Heo. Oui, du coup, il y a depuis 2010 une trentaine de nids de roussettes qui sont comptés chaque année par les gardes nature, mais également des guides, des observateurs en tribu qui ont été formés au comptage. Et un gros travail aussi qui est fait sur la partie socio-anthropologique pour mieux comprendre pourquoi la roussette elle est importante pour les gens de la province Nord. Et plusieurs plus petites études qui sont menées également en parallèle pour comprendre comment les roussettes se déplacent ou combien de roussettes sont chassées. Et voilà en gros les principales missions. Et il faut rappeler aussi qu'il y a uniquement à l'heure actuelle 8 gardes nature pour l'ensemble du territoire de la province Nord, terre et mer. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir mieux gérer ces espèces. Donc on constate que la roussette elle est menacée, l'espèce elle est menacée, mais il n'y a pas le dispositif suffisant. Le dispositif n'est pas suffisant, Madame Heo. C'est ce que je viens de dire, hein. Je veux dire, c'est peut-être pas les dispositifs qu'on a mis en place ne sont peut-être pas suffisants. Et donc, l'idée de cet espace-là, c'est peut-être aussi interpeller la responsabilité de chacun, hein, pour aider justement ces gardes de nature-là. On aura sûrement des éléments donc, de réponse et d'éclaircissement à la fin de cette table ronde. Je vais m'adresser à M. Cassan qui est là également avec Emmanuel qui peut peut-être amener d'autres éléments. On parle beaucoup de l'importance sociale et culturelle de la roussette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la roussette est aussi importante dans le monde kanak, M. Emmanuel Chibaou, s'il vous plaît? Pourquoi c'est important? Parce que je pense que ça fait partie des espèces qui sont emblématiques pour certaines de nos communautés. Ça, c'est un constat général. Après, lorsqu'on s'attache sur les enquêtes plus précises, on se rend compte que les représentations, elles évoluent aussi en fonction des endroits où on fait les enquêtes. Voilà, moi, je ne peux pas dire autre chose que c'est important et puis que ça fait partie des... Il y a des clans qui portent le nom de certaines espèces. La roussette, elle en fait partie. Et donc, voir disparaître cette espèce, c'est aussi, quand on a ces alertes qui nous sont formulées par les gestionnaires, ça alerte aussi nos comportements. Ça alerte aussi, ça interroge aussi les représentations que l'on porte. Parce que on ne peut pas mettre un garde nature derrière chaque kapok ou lechi il faut aussi s'appuyer sur les réalités dans lesquelles les gens ils interrogent le rapport à cet animal. Et donc, voilà, Jean-Jérôme, Malik, ils ont souhaité associer un certain nombre de partenaires pour étayer
un peu plus la connaissance autour de cet animal avec l'IAC, avec la DCK. Et la direction de la culture de la province, elle participe de cet élan-là parce que on a trop souvent de facilité à dissocier les espèces de l'homme, alors que dans notre compréhension du monde, l'homme, il est complètement imbriqué dans la nature. Et c'est pas propre au Kanak, je pense que c'est propre à tous les Océaniens et puis une part des communautés qui aujourd'hui interrogent ce rapport-là à l'animal. Donc le projet Horizon Roussette, il est intéressant à cette période-là parce qu'il interroge aussi une nouvelle manière de comprendre les enjeux autour de la préservation préserver l'animal, c'est aussi se préserver soi-même parce qu'on fait partie d'un tout. Donc voilà ce que je pourrais dire sur... Mais peut-être Jean-Jérôme, il va compléter. Jean-Jérôme, un complément là-dessus. Mais on a parlé de Horizon Roussette, là, le projet, donc on va peut-être revenir avant de vous redonner la parole. Peut-être une précision, Madame Heo ou Malik, donc préciser donc Horizon Roussette, c'est quoi, c'est pourquoi, etc. Donc en gros, Horizon Roussette, c'est vraiment le programme de la province Nord pour les actions sur les roussettes depuis 2021 et dans tout le futur. Et je pense qu'elles seront très nombreuses, notamment avec le groupe de concertation là qu'on a réuni qui est vraiment investi maintenant d'une mission, qui s'est investi lui-même d'une mission. Et donc la première phase de ce projet, c'est vraiment ce travail qu'on fait aujourd'hui. La première phase qui se finalise aujourd'hui pour l'animation, pour une gestion concertée. Et donc, c'est vraiment le travail de construire ensemble la gestion de demain. Donc, nous allons directement vers la deuxième partie de cette séquence. Donc, on a posé le problème et le contexte. Donc, maintenant, on va aller sur la concertation, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions autour. Et dernièrement, il me semble bien qu'il y a eu beaucoup de communication de votre part et de l'équipe de la province Nord aussi pendant tout le mois de septembre, vous avez pratiquement parcouru le Nord pour informer la population sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ce sont des éléments donc, de compréhension sur ce qui se passe. Et vous, donc, vous avez participé avec cette équipe de concertation. Qu'est-ce que vous en dites, vous, monsieur Cassan? Alors, moi, j'ai pas trop participé avec l'équipe de concertation. Pourquoi? Parce que c'est la spécificité aussi de cette méthode de travail. Emmanuel a bien parlé, on ne parle pas juste... on a d'autres espèces qui sont menacées, sur lesquelles on peut facilement, je mets des guillemets, mais apporter des réponses techniques ou des réponses d'ingénierie ou des études scientifiques. Quand on parle de la roussette, là, on touche à tout à fait autre chose. On ne peut plus gérer à la manière ancienne, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je dis que je n'ai pas trop participé au groupe de concertation, parce que l'idée du groupe de concertation, c'est de dire, désormais, on parle d'une valeur. On ne parle pas juste d'une espèce menacée pour laquelle on a des solutions complètement techniques. Donc, il faut que tout le monde se sente investi de ça. Et pour cela, il faut que la province, et Nadia, elle a porté ça aussi là-haut. C'est quand même un pas de côté qu'a choisi de faire la province. C'est de dire, on va faire en sorte que des gens qui se sentent concernés par la roussette, qu'on prend un peu partout, des hommes, des femmes, des gens de toutes les couleurs, de tous les milieux, ils discutent de cette valeur-là, et de eux, une fois qu'on leur a apporté la connaissance, on va dire scientifique qu'on a, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est pas seulement nous, la province. Nous, la province, Nadia a dit, hein, on en a parlé, il y a 8 gardes nature, et même il y a d'autres agents assermentés, mais notre espérance, c'est pas que les gens vont changer de comportement parce qu'on va être derrière eux, on va les mettre au tribunal. Notre espérance, c'est que les gens se rendent compte qu'on est face à un problème. On n'est pas en train d'exagérer la situation. On a un vrai problème et on ne solutionnera pas, nous, tout seuls, la province Nord. Ce n'est pas possible. J'ai quand même envie parce que là, on parle depuis un moment, mais nous avons la Fédération des chasseurs qui est avec nous. Donc, j'ai envie de vous poser la question, le contexte qu'on évoque là, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation des roussettes et également ce qui se fait pour cela? A priori, je ne suis pas étonné de la baisse de cette population de roussettes. Et bien, il faut se poser la question pourquoi. Je vais vous demander pour le micro de... En province Nord, province Sud, nous avons dans les deux provinces des codes de l'environnement.
ce code de l'environnement est précis. On a les autorisations de chasser, bien des chassés, la roussette au mois d'avril, les 4 week-ends du mois d'avril, et avec un quota de 5 prélèvements par jour par chasseur. Voilà. Si les chasseurs, c'est-à-dire les chasseurs, j'entends bien, je fais une différence entre le chasseur et le braconnier. Le chasseur, lui, il respecte les règles, et le braconnier, lui, il respecte rien, et il tire la roussette du 1er janvier au 31 décembre. Et là, c'est là que le problème se pose pour la roussette, mais également pour le notou. C'est-à-dire que ce sont l'oiseau, le notou, le mammifère, la roussette, qui sont tirés toute l'année. Alors à quoi ça sert d'avoir un code de l'environnement précis s'il n'est pas respecté? Alors moi, je fais bien le distinguo entre les deux, entre les chasseurs qui respectent la réglementation et les autres qui tirent toute l'année. Moi, ce ne sont pas des chasseurs, ce sont des braconniers. Donc ces gens-là, il faut essayer de les convaincre que s'ils veulent continuer à tirer les roussettes plus tard, ou les enfants ou les petits-enfants tirent la roussette à leur tour, parce que ça fait partie de la vie de chacun. En Nouvelle-Calédonie, la roussette, c'est quelque chose d'important. Eh bien, il faut peut-être falloir ralentir la cadence et essayer d'un peu de respecter la roussette, voilà, tout simplement. Pour l'instant, voilà ce que je peux dire. Nous avons bien avancé sur la discussion, donc je vais me tourner vers M. Djamali Vincent, qui va nous parler de ses propositions, peut-être de l'équipe de concertation, par exemple. Les questions sont posées, donc nous sommes normalement autour d'une table, donc les réponses, vous pouvez compléter après chaque intervention de chacun. Donc c'est pour ça que je pose la question, M. Djamali. Donc, pour l'équipe de concertation, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous proposez? Alors, sur le groupe de concertation, on s'est réunis 5 journées depuis le mois de juin. Du coup, il a fallu organiser les agendas. Et ce groupe de concertation, il compte à peu près 20 personnes qui sont de différents secteurs. Il y a des personnes qui sont plus des propriétaires privés, qui sont dans le tourisme, il y a d'autres personnes qui sont dans la culture, il y a d'autres personnes qui sont juste passionnées par le fait de pouvoir défendre et préserver notre environnement. Et du coup, le travail, il s'est mené pendant ces 5 journées-là pour qu'on puisse ensemble proposer des mesures pour que ces mesures puissent être ensuite remontées aux élus, pour que ces mesures puissent répondre à des objectifs qu'on s'est fixés. Et ces objectifs, ils sont mis en place pour répondre à 3 problématiques principales qu'on a remarquées, notamment sur la réglementation, sur la méconnaissance de cet animal, de ce qui est fait en termes de mesures, et aussi au niveau de la gestion en général. Voilà. Donc, il y a quand même des avancées sur la discussion. Et qui sont les personnes avec qui vous avez discuté? Parce que quels sont ces partenaires-là? Qui sont-ils? Les personnes qui sont... en fait, il y a les personnes qui dirigeaient un peu ces réunions. Il y avait Malik, Aurélien Degois et puis Philippe Nekotocho. Donc, il y a eu quand même des orientations? Il y a eu des orientations. Et lesquelles En fait, on a sorti 27 mesures à proposer. Voilà, il y a 27 mesures. Il y a 27 mesures à proposer qui ont été partagées là-bas dans le stand. Et ces mesures, en fait, elles sont sorties de ce groupe de travail. Ensuite, elles sont proposées à la population pendant ce forum. Ensuite, les gens, ils accompagnent avec un avis par rapport aux mesures qui sont prises. Ils peuvent aussi les compléter. Et ensuite, à partir de ces mesures et ces recommandations qui sont faites aussi par la population, on refait monter un cahier de recommandations aux élus. Si je peux préciser, en fait, c'est que ce qui est intéressant en fait, dans la démarche, c'est qu'il y a vraiment un échange entre ce qui vient de là-haut, au niveau des élus, au niveau des scientifiques, au niveau des coutumiers, au niveau de la population. Du coup, ce n'était pas à sens unique. Il y avait aussi des données, des éléments qu'on amenait pendant la réunion qui complétaient en fait
ce qu'ils avaient déjà. Donc il y a une volonté de gestion commune, c'est bien ça? Est-ce que les autorités coutumières, comme vous la concevez, donc va peut-être avoir plus d'armes, je vais utiliser le mot armes, mais plus de moyens pour pouvoir y travailler sur cette question? Je crois que en fait, que ce soit les coutumiers ou les administrateurs, il y a vraiment un travail à aligner en fait pour tout le monde, parce que c'est vrai que ce qu'on dit, eh ben, c'est ce qu'on voudrait aussi. Par exemple, sur ce que nous, la représentation qu'on a, nous les Kanaks, ben, c'est vrai ce que nous, on voudrait que ça soit comme ça. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Je parle beaucoup de ça parce que je suis concerné aussi dans la culture kanak. Mais les personnes qui sont ici, en fait, on a encore du travail de sensibilisation à faire apparaître au niveau de nos populations, que ce soit au niveau de la Fédération des chasseurs, pour être un meilleur chasseur, soit au niveau de nous, dans la culture, pour être un meilleur porteur de la culture, et puis pour tout ce pour ce qui concerne le droit, parce qu'en fait, au niveau de la justice, même nous, on ne maîtrise pas, on ne sait pas vraiment. Du coup, il y a tout ça. Puis même au niveau au niveau des périodes, par exemple, ben, il s'avère qu'on ne mange pas tous l'igname au même moment. Ça fait que voilà, il y a tout ça en fait. C'est juste pour dire qu'il y a des éléments qui remontent et grâce à cette démarche, ben, elle va peut-être faire, et sûrement même, faire apparaître des nouvelles mesures qui seront plus adéquates. Justement, je suis en train de parler des autorités coutumières il y a un instant, puisque les autorités coutumières ne peuvent pas on va dire, mettre des amendes sur des gens qui entravent les règles. Est-ce que l'orientation plus tard, c'est de pouvoir leur donner la possibilité juridique de faire cela? Je pose une question à l'ensemble des gens qui sont là, des intervenants. Hein. C'est allumé déjà. Donc, je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Malik par rapport à cet horizon-là. Donc, c'est un espace, hein, je considère que c'est un espace parce que face au déclin, maintenant que l'on a constaté, hein, donc il y a 33% des gîtes qui ont disparu en l'espace de 40 ans, donc c'est tôt, là, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Je parlais des réglementations, de la réglementation sur une période, un quota, des gardes nature, et puis voilà, qui semblent peut-être certainement insuffisants. Hein. Donc l'objectif de cet espace-là, de cet horizon-là, c'est d'améliorer. Parce qu'on a quand même une ligne rouge. Hein. Donc cette réglementation qui est en place, certainement qu'elle est satisfaite, mais peut-être à améliorer, à parfaire. Et il y a l'autre chose où on est aussi contraint par le budget. Hein. Donc par rapport à ces 27 orientations ou propositions, ce qu'il faudrait maintenant, c'est aller dans la démarche de prioriser et puis voir les actions qui seront immédiates et qui seront supportées budgétairement, voilà, qui sera faisable, quoi. Et ensuite, je veux dire, donc cette concertation-là a permis de rassembler tous les acteurs locaux. Et il y avait notamment les coutumiers. Et donc maintenant, l'idée, c'est ça. Hein, je veux dire, c'est d'associer tout le monde, comme l'a dit aussi le directeur de la culture. Donc les coutumiers qui sont déjà, hein, qui gèrent déjà de leur côté, peut-être que ils ont besoin aussi de moyens. Donc c'est à nous après de voir, c'est au groupe de concertation de nous peut-être nous proposer des pistes pour améliorer leur garde, hein, à leur niveau, et voir après comment nous on pourra supporter cela. Si c'est faisable dans l'immédiat et si le budget suit, pourquoi pas. Mais si à court terme, pourquoi pas. Mais si c'est sur du long terme ou moyen terme, pourquoi pas aussi. Voilà, donc c'est ça le but de cet espace-là, Horizon. Je demande à chacun d'entre vous d'intervenir, de compléter sur ce qui se dit là en ce moment, mais en même temps sur la question donc, que les autorités coutumières puissent avoir vraiment des éléments de réponse à tant de questions où, par exemple, ils ne sont pas là pour punir, par exemple. C'est toujours entre guillemets que je dis
pour agir. Pourquoi pas? Bon, moi, je vais juste... moi, je suis coutumier chez moi. Hein. Je ne suis pas coutumier, je suis pas sénateur. Juste lorsqu'on a été sollicité via la DCK pour Malik, sur le programme, une enquête a été lancée avec l'IAC, une enquête a été lancée avec la DCK. Et le premier travail, ça a été de passer dans les 4 aires coutumières de la province Nord. Et le premier rapport, c'est oui, il faut préserver la roussette. C'est un peu comme la paix dans le monde, quoi. On est d'accord et puis c'est tout. Mais la manière dont, je pense, on peut... Enfin, moi, à mon niveau, hein, je dis en tant que responsable, et puis la manière dont le travail a été amené en termes de méthode, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est aussi permettre aux gens qui sont là depuis... je ne sais pas, 3000 ans, de prendre leurs responsabilités quant à la préservation de leur patrimoine. On peut penser par le haut et dire que c'est le travail des gardes nature et de se plaindre qu'on n'a pas assez de moyens. Et puis de l'autre côté, on peut se dire aussi que ceux qui mangent les roussettes, c'est nous. Donc la responsabilité, elle est aussi partagée avec ceux qui sont les premiers bénéficiaires. Dans la méthode, ce qui a été intéressant, c'était de demander l'avis des autorités coutumières et puis d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la représentation roussette. Là, tout le monde part du principe qu'on mange les roussettes avec des ignames. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les enquêtes, on a trouvé que les gens mangent le notou. Plus le notou à la rigueur que la roussette. Et donc c'est là aussi où il faut se méfier des conventions ou des a priori favorables qu'on aurait sur voilà, tout le monde mange les roussettes de telle manière, tout le monde préserve parce qu'il faut garder les os pour les monnaies traditionnelles, les monnaies kanak. C'est pas vrai aussi. C'est pas vrai parce que il y a des endroits où les gens donnent les os aux chiens sur certains endroits. Et donc, derrière ça, on se rend compte aussi que la représentation même de l'animal, elle n'est pas du tout celle qu'on comprendrait pour tous. Et donc là, pour ça, je dis, par rapport à la méthode que l'équipe de Jean-Jérôme, Malik et puis Philippe, tout ça, avec leur directeur, là, ils ont engagé, elle est vraiment pertinente parce que finalement, ça permet aussi à ceux qui sont les gestionnaires de ce patrimoine-là, au moins sur l'application de la réglementation, de s'appuyer sur quelque chose que les gens vont comprendre. Parfois, moi je suis un habitant de la province Nord, parfois on a l'impression que l'environnement, il parle qu'à des chercheurs ou à des scientifiques ou, entre guillemets, à des blancs. Voilà, c'est pas mal de dire ça, mais les mots, c'est en français, hein, donc... C'est aussi essayer de déconstruire aussi cette manière de se représenter ou de dissocier le rapport entre la nature, l'homme et puis sa gestion. Donc c'est là où je dis que en tout cas moi, quand j'ai été discuter avec les coutumiers, je leur ai dit qu'il faut utiliser l'enquête pour avoir une meilleure une photo à un moment donné, à un instant T, de là où les gens se réunissent pour manger les roussettes. Parce que ça donne aussi une idée de là où les gens se réunissent déjà et ont quelque chose à dire dessus. Il y a des endroits où les gens ne se réunissent pas pour manger les roussettes. Ils tirent, ils ne suivent pas la réglementation. Et puis celui qui régule, c'est le garde nature. Bon, quand on sait le nombre de gardes nature, ça va être vite fait le calcul sur le mode de gestion. Hein. Les gens font comme ils veulent. Il y a des autres endroits dans l'enquête où... on a des règles qui sont appliquées par un conseil des clans, interdit de chasser à proximité, et puis des zones définies qui sont identifiées comme des zones de chasse. Donc c'est là où je dis que c'est l'un comme l'autre se valent. Hein. C'est pas que c'est mal de la proximité, puis la démographie aussi. On pense que
le lien entre l'augmentation de la roussette, enfin, le déclin de la population de roussette, il est aussi rattaché à l'augmentation de la population qui remonte dans les tribus. Ça, quand on regarde les travaux de Ponce, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Pierre Christophe, on se rend compte que voilà, il y a une idée convenue que voilà, les tribus se dépeuplent et puis ils vont dans les villages. C'est pas vrai. Les gens remontent et puis du coup, une partie de ce qui est la génération qui a vécu dans les villages n'ont pas forcément aussi la connaissance des usages, des pratiques. Là, c'est les capots en ce moment, c'est le moment où il y a les petits. Ben, eux, ils tirent. Alors que leurs aînés, eux, ils font attention, ils savent que c'est des périodes où il ne faut pas chasser pour préserver la ressource. Donc c'est là où voilà, moi, en tout cas, ce qu'on a été discuté avec les vieux, là, quand on a fait depuis Agneux, en montant jusqu'à Haute-Maouab, c'était aussi de leur permettre d'utiliser le bénéfice de l'enquête pour avoir une photographie à un instant T de là où les gens se réunissent pour partager quelque chose qui les unit. Donc c'est un petit peu voilà, ça que je voulais compléter. Des éléments d'information très importants, ce que dit M. Tchibo en ce moment. Madame Yo, vous avez un complément à dire. Ce que dit Emmanuel, je veux dire, c'est exactement pour cela que à chaque espace organisé, hein, je veux dire, là c'est une nouvelle méthode, mais je veux dire dans des espaces autres que celui-là où justement on parle d'un animal que l'on veut protéger parce que ça fait partie de notre patrimoine. Hein. Il utilisait le mot tout à l'heure emblématique. Hein. Donc là, on parle de la roussette, comme on parlait à l'époque de la tortue. Hein. Et donc, les coutumiers, je veux dire, la population locale, elle est souvent invitée parce que, voilà, donc, comme il a dit, donc, les coutumiers, ils ont chacun leur spécificité là où ils vivent. Hein, et donc, souvent, donc, par exemple, là, j'ai parlé du mois d'avril parce que la plupart des coutumiers qui ont participé à l'époque à cette réglementation disaient que c'est à cette époque-là où la plupart mangeaient les ignames, les nouvelles ignames comme les ignames brûlés. Et donc ce gibier, enfin cette mammifère, faisait partie des mets, hein, je veux dire des mets. Et donc voilà. Mais il est capital pour nous, hein, je veux dire moi en tant qu'élu, on cherche toujours à ce que dans ces espaces-là, nos coutumiers y soient parce qu'ils ont ils ont leur rapport, hein, je veux dire, aussi bien culturel qu'écologique, parce que c'est aussi lié, hein, je veux dire, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de les associer dans tout espace. Monsieur Aubé-Pierre, vous avez sûrement une réaction par rapport à ces échanges, et notamment on a parlé des autorités coutumières et leur place dans l'affaire qui nous concerne. Écoutez, moi je ne sais pas trop ce que représente l'autorité coutumière, mais quand on dit autorité coutumière, ça veut dire qu'elle a de l'autorité sur les sujets. Et si l'autorité coutumière dit à tout le monde, là c'est fini la chasse, les petits, vous rentrez le fusil à la maison, voyez, vous ne pouvez chasser que le mois d'avril, je dirais bravo. Je dirais bravo. Maintenant, il vaut mieux convaincre que de sévir, parce que sévir, ça ne marche pas toujours. Mais je préfère convaincre les chasseurs. Moi, à la fédération, de plus en plus, c'est-à-dire on forme nos chasseurs à la sécurité individuelle déjà, mais en même temps, c'est-à-dire on leur parle aussi, quelquefois, des animaux qu'on tire. Quand on fait la formation sécurité chasse au gros gibier, on leur parle aussi du cerf et du cochon sauvage. On leur parle aussi des dégâts que ça peut faire. Alors pourquoi ne ferait-on pas la même chose autour de la roussette, c'est-à-dire faire de la formation et parler de la roussette? Vous voyez, ça c'est peut-être une bonne chose. Et puis peut-être aussi déléguer des gens, quelques personnes, aller informer dans les écoles, les enfants. C'est peut-être là qu'il faut agir. Peut-être que le fils veut dire papa là. Non, c'est pas ouvert aujourd'hui. C'est demain. Ouais. Je crois il faut agir un peu partout dans tous les domaines, à l'école, sur les chasseurs bien entendu,
convaincre que d'être un chasseur, c'est d'abord respecter la réglementation. Le vrai chasseur, c'est celui-là. Quand on ne respecte pas la réglementation, on n'est plus des chasseurs. Vous voyez, quand vous prenez la route avec une voiture, vous respectez la réglementation, le code de la route. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous arrive? Boum, le gendarme, il est là. Hein. Bon, on ne va pas faire de la gendarmerie à la chasse. Bon, hein, je pense qu'il faut convaincre les chasseurs surtout, et puis éduquer, peut-être, former les chasseurs, leur parler de la roussette, comment elle vit, etc. Ouais. Et c'est la même chose pour le noto, bien entendu. Hein. Voilà donc l'évolution de la discussion donc, depuis un instant. Donc, on constate beaucoup de choses, mais il y a les éléments que nous amène donc la Fédération des chasseurs. Mais je pense qu'au niveau de la province et puis les associations, les différentes associations qui travaillent sont déjà sur cela, la formation. Le message à donner aux élèves et aux enfants. Je crois que c'est ça aussi qui est mis en avant, je suppose, Madame Heo. Avant d'aller sur ce que tu évoques là, tu avais dit tout à l'heure que tu parlais de la punition. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, non, je pense que nous, la réglementation, comme pour les coutumiers, punir, la punition, ça ne veut pas dire que voilà, on vous punit, on vous met ça. Non. Il faut prendre la punition comme aider la population à maîtriser la chasse à la roussette. Tu sais que voilà, la roussette, c'est une espèce qui va disparaître d'ici là si on ne fait rien. Donc punir, c'est dans ce sens-là. Mais pas punir pour dire que tu n'auras plus droit, tu ne chasseras plus, tu n'auras plus droit. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que la sanction va au-delà de ça aussi. Tu dois payer ceci, cela, mais c'est pas punition au sens strict, c'est simplement pour fait, voilà. Quand j'ai parlé de punition tout à l'heure, c'est plus sévire, à donner des amendes. Exactement. Donc c'est pour maîtriser, se maîtriser, et puis dans le but de protéger cette espèce qui a une valeur très importante chez nous. Ensuite, par rapport aux autres, donc nous, on continue à communiquer sur comment protéger ces espèces-là, continue à sensibiliser. On travaille avec le CIE pour toute la partie scolaire. Hein. Donc, après, on travaille aussi avec d'autres associations pour continuer à donner de l'importance à la protection de ces espèces-là. Et quant à la formation, j'ai vu que ça fait partie des autres orientations, des propositions qui sont faites. Hein. Donc, voilà. L'équipe de concertation. L'équipe de concertation qui a fait une proposition dans ce sens-là. Ça peut être une action à court terme. Hein. Après, comme je l'ai dit, il faut regarder si les finances suivent. On nous suivra. Il y a aussi bien dans ce pays, il y a un constat aussi, c'est qu'on donne facilement à nos héritiers ce que l'on a, c'est-à-dire que les enfants souvent reprennent ce que les adultes font. Donc peut-être aussi faire une formation aux adultes avant de former les enfants. Oui, c'est vrai que c'est important la formation, et c'est important de former les gens avec les bons éléments. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance, quoi. Et nous, ce qu'on a remarqué dans le groupe de concertation, c'est que dès les premiers échanges, on s'est rendu compte qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas les gens. On connaît un peu, et puis on dit qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Et même sur les échanges qu'on a eus sur les chiffres, nous, ça nous a marqué parce que en fait, y a des chiffres qu'on ne savait pas sur la population des roussettes en province nord, sur ce qui est prélevé. Tout ça, c'est des choses que c'est la méconnaissance, en fait. Et du coup, ce qui était vraiment intéressant, c'est que, en fait, tu avais des personnes qui parlaient des codes coutumiers, tu avais des personnes qui parlaient des codes environnementaux, tu avais des personnes qui parlaient des codes sociaux, quoi. Comment eux, ils pensent dans leur ethnie ou dans leur culture, quoi.
Et pour nous, c'était intéressant parce que du coup, on se rend compte que c'est vrai, il faut faire de la formation. C'est très important parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas sévir, mais à un moment donné, il faut expliquer pourquoi on sévit. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'être sensibilisés. Et avec tous les outils qu'on a, par exemple, là, ici, il y a l'IAC, il y a le conservateur des espaces naturels, il y a la Société calédonienne d'ornithologie, tout ça. Des associations. Des associations. Et là, on voit, il y a des bouquins, tout ça. Toute cette connaissance, elle est là. Et les gens, ils sont là, on est à côté de la connaissance. Du coup, c'est vrai qu'il y a besoin de transmettre, de sensibiliser, de conscientiser. Par exemple, sur... là, le calendrier de l'INIAM, il est derrière, là-bas. Il est dans une salle, là-bas. Par rapport au moment où on est capable de voir le gras de la roussette ou quand elle est petite, c'est écrit dans la nature. Mais nous, on ne sait pas lire la nature parce qu'on a plus... Mais ça ne veut pas dire que la connaissance, elle a disparu. Non. Il y a des personnes qui ont travaillé et puis ces connaissances sont dans des bouquins, chez des personnes. Et du coup, il y a besoin de pallier tout ça par la transmission. Il faut faire passer les canaux de connaissances, en fait, pour rentrer dans les écoles, rentrer dans les endroits où il y a, dans les conseils, rentrer dans les endroits où il y a les populations, rentrer dans les familles, pour que les gens ils soient au courant de ces chiffres et ou de toutes ces données scientifiques ou tous ces savoirs culturels. Parce que ça sensibilise. Et même en parlant, par exemple, de se dire, vous savez qu'en province nord, il y a 650 000 roussettes, et puis que chaque année, c'est 52 000 roussettes, chasseurs et plus braconniers. Mais les gens, sans avoir dit plus, ça fait... mais on tue beaucoup de roussettes. Parce que sinon, on ne sait pas. On regarde dans le ciel, on voit des roussettes, on dit qu'il y a. Ou sinon, on ne voit plus, puis on dit que c'est à cause de l'autre. Voilà. Mais c'est pour dire que ça, c'est bien. C'est typiquement chez nous, on vit ensemble. Mais le groupe de concertation, il a permis, et aujourd'hui, il appelle la population pour échanger. Il a permis ça, cet échange, pour que ces connaissances puissent arriver auprès des gens. Le programme Horizon Roussette avait des objectifs derrière tout cela. Donc, est-ce qu'on peut rappeler, simplement pour continuer les discussions, puisqu'on parle de chiffres, et le programme, il est fait pour faire quoi exactement, même si on a un peu évoqué tout à l'heure. Alors déjà, maintenant, on parle de programme. Et au début, nous, on parlait de projet. Alors, c'est peut-être un peu obscur pour les gens, mais il faut aussi voir que nous, à l'intérieur du projet, Malik, Philippe, tout ça, on a aussi évolué dans notre façon de faire la chose. Au début, c'était un projet qu'on a proposé à l'Office français de la biodiversité, et qui nous a largement soutenus financièrement pour le faire. Et dedans, donc, il y avait les objectifs qui étaient précisément des choses qui ont déjà été dites, c'est-à-dire la province a investi, la province, c'est pas que elle, a investi beaucoup d'argent, d'énergie humaine pour connaître. Mais en fait, cette connaissance, on n'a jamais fait l'effort de la passer aux gens vraiment. Donc c'est sûr que déjà, on ne peut pas être d'accord sur le problème si nous, on voit qu'il y a un problème, mais on n'a pas discuté avec tout le monde qu'il y avait un problème, quoi. Donc déjà, on avait ce problème-là, la sensibilisation. Il y avait un autre morceau aussi, qui est l'étude dont il a déjà été question ou pas, je ne sais pas, l'étude socio-anthropologique et l'étude avec l'Institut agronomique calédonien et avec la DCK sur c'est quoi la réalité des choses culturelles et sociales qu'il y a autour de la roussette. Parce que comme Vincent a déjà dit, on pense qu'on sait. Moi, le premier, avant, je disais, la roussette, c'est fête de l'igname, tout le monde y pète les roussettes pour les fêtes de l'igname, point. Et en fait, tout ça, Emmanuel a dit, c'est pas vrai. S'il y a des endroits, c'est vrai, il y a des endroits, c'est pas du tout vrai, il y a des endroits, ça marche autrement, etc. Donc il fallait faire toutes ces études-là. Et le troisième morceau, c'est le travail de concertation. C'était le troisième objectif du projet. Et je dis on a changé un peu parce que ce projet, assez rapidement, mais c'est Malik qui a apporté cette idée aussi, de projet, c'est devenu un programme. C'est-à-dire il y a le projet, ce qu'on a réussi à bien détailler et cofinancer avec l'Office français, mais on voit que le travail, et c'est Vincent qui a dit, le travail, il est long. C'est plus un petit projet, c'est pas 2 ans, là on a un financement, on fait les études, c'est fini, on range dans un placard, on met le livre dans l'étagère, on a fait le travail, c'est pas possible. Le travail, c'est pour ça qu'on a fait ce forum aujourd'hui, le travail il commence maintenant. Le forum il est là, et merci Gido de faire résonner la parole à tous les gens qui sont pas là aujourd'hui physiquement à Yengen, c'est que c'est un travail de tout le monde. Donc maintenant le travail il commence en fait. Bon, le groupe de concertation il a bien mis
Il a bien mis la main à la pâte sur le travail, je les remercie, ils ont beaucoup travaillé. Bon, je rappelle c'était leur temps, hein. C'est pas nous qui avons dit c'est temps par jour, hein. Ils sont venus, ils se sont organisés pour travailler. Mais le travail, il fait que commencer maintenant, quoi. Et donc, du coup, le projet, on est en train de parler d'un programme, en disant, bon, ben, il y a eu le projet qui s'appelle AGESCOR, ça n'intéresse personne, c'était le nom qu'avait le projet quand on l'a soumis au financement. Maintenant, c'est le programme Horizon Roussette. Et Emmanuel me disait, il faut dire pourquoi ça s'appelle Horizon Roussette. Ben, l'horizon, on sait ce que c'est. L'horizon, c'est loin, mais on sait qu'on avance vers ça toute la vie, quoi. Donc l'horizon, et puis il y a aussi l'idée que bon, les roussettes, on les voit bien se détacher sur l'horizon, qu'on les voit voler, et tout ça, toutes ces idées allaient ensemble. Mais voilà, l'horizon, ça veut dire un peu l'avenir, ça veut dire le futur. C'est quoi le futur qu'on veut pour les roussettes? Voilà. Vous me faites penser à cette... la roussette, ça me fait penser à cet oiseau qui est libre. Et vous savez très bien que les roussettes, elles traversent les frontières. Elles ne choisissent pas, je vais juste aller à la province nord, ou à la province des îles, ou à la province sud. Donc, est-ce qu'il y a un volet de réflexion là-dessus pour éventuellement faire que ce soit pays donc, qui réfléchissent là-dessus? Le public aussi qui est là. Oui, du coup, dans le cadre du programme, là, on est en échange avec les provinces sud et îles pour partager la démarche, partager ensuite ce qui sortira du présent forum. L'idée, c'était, à l'heure actuelle, on fonctionne au niveau provincial, au niveau des compétences environnementales, et il y a urgence. Donc, il faut faire un travail maintenant. Peut-être que ce travail il sera initié du coup avec tout ce qu'on fait là en province nord, mais on n'oublie pas que les roussettes, elles connaissent pas les frontières des provinces. Déjà, il y a ZCO, on commence là-dessus. Oui. Jean-Jérôme, vas-y, allez-y. Non, je disais à Malik, mais ça commence déjà. On n'a pas Malik et Philippe en particulier. C'est vrai qu'ils ont parcouru beaucoup de kilomètres en province nord, mais ils ont aussi pris les contacts en dehors de la province nord. Il y a déjà des sollicitations qui viennent d'autres endroits au-delà des frontières de la province pour essayer de partager ce travail. On n'est pas propriétaire de ce travail, hein. C'est un travail de tout le monde. Et comme vous disiez, les roussettes, elles sont pas... D'ailleurs, il y a une carte qui est issue des travaux scientifiques qui montre qu'effectivement, les roussettes, elles font des dizaines, des centaines de kilomètres en quelques jours. Donc les roussettes... qu'on voit dans notre vallée, comme disent parfois, en fait, elles sont partagées avec tout le monde. C'est aussi une information qu'on n'a pas souvent partagée avec les gens jusqu'à maintenant. C'est qu'on ne peut pas chacun, dans notre petit coin, gérer la roussette. La roussette, elle est calédonienne. Je pense que la Fédération des chasseurs a aussi la réflexion, puisque je pense que vous travaillez, notamment ici dans la Grande Terre, vous avez un travail qui se fait... C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai surtout des remontées de la part des chasseurs, en fait. Mais bon, je sais aussi quand même, j'ai quand même étudié un peu la roussette malgré tout, et je sais qu'elle est capable de faire des centaines, des milliers de kilomètres, je dirais. Parce que je suis sûr qu'il y a des roussettes qui viennent, même qui vont au Vanuatu, qui reviennent, en passant par les îles. Ça ne les gêne pas. Je les ai vus une fois, mais à une altitude incroyable, et des quantités. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent à cette hauteur-là? Ils partaient loin, à mon avis. Voilà. Mais les remontées que j'ai de la part des chasseurs, la plupart, bon, déjà, il y en a beaucoup de nos adhérents qui ont levé le pied carrément sur la roussette et le notou. Ils ont abandonné ce... Il y a toujours, bien entendu, les gens qui aiment le notou, qui aiment la roussette. Bon, mais ils respectent la réglementation. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai vu dans vos expositions certaines choses qui m'ont un petit peu froissé. Moi, je ne voudrais pas que les chasseurs, les vrais chasseurs qui se comportent comme des gens responsables, soient punis à cause des gens qui braconnent. Vous voyez ? Le problème, il est là, parce qu'on a tendance à mélanger à la fois les chasseurs et le braconnier, mais celui qui va souffrir le plus, si jamais il y a des comment dirais-je, des réductions draconiennes, tu sais, dans le nombre de roussettes ou les jours de chasse, c'est toujours le chasseur le respectueux des choses qui va trinquer. Ouais. Et puis ça ne va pas empêcher les autres de continuer à faire ce qu'ils font déjà depuis longtemps. Ouais. Donc il y a un travail qu'il faut faire, c'est sur l'individu, pour le convaincre
que ce qu'il fait n'est pas bien et qu'il va faire disparaître peut-être les roussettes. Les chasseurs, les vrais, eux, quand ils pratiquent la chasse, ils savent quand il faut s'arrêter. Parce qu'ils se disent, là, mon plaisir, je ne l'aurai plus demain. Ouais, donc, de lui-même, il sait s'arrêter. Ouais. Quand vous parlez de la définition du chasseur tel que vous l'entendez et la définition du braconnier tel que vous le voyez, c'est quoi? Parce qu'un chasseur du dimanche ou un chasseur d'un soir, est-ce que vous le considérez comme... parce qu'en tribu, tout le monde est chasseur, mais il me semble... Excusez-moi, mais je suis très pointilleux sur la réglementation. Le vrai chasseur, c'est celui qui respecte la réglementation, que des gens ont travaillé longuement dessus pour la faire. Moi-même, j'ai participé, même d'ailleurs, à la réglementation de la province Nord. Donc, le chasseur respecte. Celui qui ne respecte pas, c'est plus un chasseur, ça devient, il passe de l'autre côté, c'est un braconnier, un tricheur. Voilà, ça y est, de vrais chasseurs. Voilà. Ne trichez pas. Il ne faut pas mélanger les deux. Vous voyez, voilà. Emmanuel ? Et puis le permis de chasser aussi. Les chasseurs ont leur permis de chasser. Hein? Emmanuel, après c'est Vincent. Bon. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est quoi un bon chasseur? Non, je plaisante, mais c'est la même chose pour les coutumiers. Hein. Parce que... Non, mais il faut dire les choses. Parce que là, on part du postulat que ce qui marche dans la société kanak, c'est la coutume, c'est vrai. Et il y a des endroits ça marche, il y a des endroits ça marche pas. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais kanaks. C'est juste une réalité qui est différente là où on existe. Donc, de s'appuyer sur une réglementation qui est appliquée par les gardes nature, par les chasseurs, par une assermentation qui est déléguée. À un moment donné, on réfléchit sur... voilà, on va dire aussi aux autorités coutumières, vous allez prendre pour votre part là-dedans. C'est partir d'un postulat qui dit que la société, elle est déjà bien organisée. Il y a des endroits, ça ne marche pas. Dans les enquêtes, les gens témoignent de ça aussi. Et que les réalités qui sont implicites, parfois, la réglementation, c'est comme le code de la route. Quand le gendarme n'est pas là, la ligne continue, je franchis. Puis le panneau, je dépasse la limitation de vitesse. C'est là où peut-être une connaissance plus fine permet aussi d'être agile sur la manière dont on applique. C'est ça ce que le vieux dit aussi par rapport à la chasse. Comme pour la coutume, où on pense qu'on va assermenter, on va déléguer, et puis finalement, on délègue à quelqu'un qui n'est pas forcément reconnu. Donc c'est là où je veux dire, moi, je dis merci à les deux là, parce que la méthode, elle permet de révéler ça aussi, puis que là, les autorités coutumières, la société civile, elle prend sa part dans le travail, et puis elle ne dit pas c'est la faute des braconneurs ou c'est la faute des gens qui fraudent sur la propriété ou sur la réserve de l'un ou de l'autre. C'est qu'on a notre rôle à jouer, et ce que dit Vincent aussi, qu'il ne faut pas laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est le travail que fait l'équipe. Et puis avec la DC, au travers des expositions, au travers des actions de sensibilisation, des résidences culturelles qui sont menées avec les autorités coutumières, qui participent aussi de cette prise de responsabilité là. Puis pas que ce soit simplement des mots, que les gens apprennent à ne pas frauder, et à se réguler aussi. Vincent, vous voulez intervenir auparavant, c'était sur la question de formation, il me semble. Tout à l'heure, donc on était on parlait sur autre chose. Vous voulez intervenir sur quoi exactement? En fait, c'était comme disait Emmanuel. En fait, c'est que c'est vrai qu'on a besoin d'y mettre tout le monde du sien, parce que en fait, la roussette là, on revient sur les chiffres parce que c'est fiable, et c'est vrai que, par exemple, là, en province Nord, on est à peu près 50 000 personnes. Ça fait que le chiffre de 52 000 personnes, enfin 52 000 roussettes qu'on tue, 52 000 roussettes qu'on tue chaque année, là, nous les chasseurs et les braconniers, en fait, ça veut dire que chaque personne de la province Nord mange une roussette et plus. Donc du coup, faut se dire, soit je mange une demi-roussette,
ou soit je mange un quart de roussette, ou sinon je me dis, ben, je ne vais pas manger de roussette. Voilà. Mais que je sois coutumier, chasseur, élève, parent, voilà. Ben, en fait, il faut se dire que là, par exemple, d'après les chiffres, d'après ce que nos camarades là, ils emmènent, ben, si on arrive à réduire ce chiffre à 15 000 pour les êtres humains, parce qu'après, il y a les chats, tout ça. Si nous, les êtres humains, on arrive à réduire à 15 000 roussettes par an, eh ben, ça va juste stabiliser. Ce n'est pas dit que ça va remonter la population de roussettes. C'est juste que si jamais on réduit jusqu'à 15 000 roussettes par an, ben, ça stabilise seulement. C'est pour dire qu'en fait, on a besoin d'entendre l'avis de chacun, puis on a vraiment, vraiment besoin d'agir ensemble, en fait, dans tous les secteurs qu'on est, pour que, voilà, justement, on puisse avoir encore des recettes. Est-ce que sommes-nous prêts à un moratoire sur la question de la roussette? C'est-à-dire interdire complètement la chasse à la roussette. Sommes-nous prêts? Est-ce que, sur le plan sociétal, sommes-nous prêts à dire que pendant quelque temps, il ne faut plus chasser les roussettes pendant quelque temps? Je vais juste répondre pour la partie du travail qui a été menée. Avant de rentrer sur le oui ou non, c'est vraiment, ça a été une proposition du groupe de concertation. On peut du coup se demander pourquoi. C'est vraiment parce que le constat, il est qu'il y a un prélèvement qui est trop important, qu'il faut agir maintenant. Et il y a un gros travail de sensibilisation et de faire prendre conscience aux gens de la situation. Et dans la proposition de moratoire là, du groupe, qui est de 3 ans, les deux objectifs qu'ils ont visés à travers ça, le premier, c'est que déjà, il y ait un prélèvement qui soit réduit au maximum pendant une période de 3 ans, que ça permette aux jeunes roussettes qui soient nées dans la première année de moratoire de se reproduire. Et l'autre gros point sur lequel ils ont insisté, c'est que peut-être que les autres moyens de sensibilisation, ils mettront plus de temps ou ils suffiront pas. Mais si on met un moratoire, là, les gens vont prendre conscience qu'il faut faire quelque chose et que la roussette, elle est vraiment en déclin et qu'il faut faire ça si on ne veut pas qu'elle disparaisse. Après, pour aller dans le sens là de ce que disait Monsieur Aubé, c'est vrai que on arrive à une situation qui est critique et du coup, c'est compréhensible que pour les chasseurs, c'est un peu comme à chaque fois qu'il y a un groupe de personnes qui fait une erreur, souvent c'est tout le groupe qui est puni. Mais on est arrivé à un seuil où malheureusement on va devoir arriver à faire une vraie réforme, que ce soit la réglementation ou que ce soit nous dans notre quotidien pour pouvoir préserver ces espèces. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse parmi vous? Je pense à la question sociétale, où, par exemple, on parlait tout à l'heure du fait que les Kanaks, pendant la fête de l'Igname, mangent la roussette. Donc, c'est une coutume, on va dire. Est-ce que cela peut s'arrêter du jour au lendemain? Emmanuel? Moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus, mais je ne peux pas me contredire, parce que j'ai dit tout à l'heure que par la faute de quelques-uns qui sont sans limite, on va punir ceux qui respectent. Donc je ne peux pas prendre un avis, donner un avis favorable au moratoire. Mais s'il faut en venir là, je ne serai pas opposé. Mais je ne peux pas dire un avis favorable. Je ne peux pas être opposé et je ne peux pas donner un avis favorable. En revanche, ce qui peut être fait, il y a peut-être d'autres choses. Au lieu de tomber dans des systèmes draconiens violents, je dis parce que c'est quand même se faire mal, peut-être qu'il y a moyen d'élargir les zones interdites autour des nids de roussettes, par exemple. Ne pas les approcher. Il faut approcher le nez. Oui, pardon. Voilà, ok. Voilà, éviter de s'approcher trop près des nids de roussettes, vous voyez. Ou alors faire des réserves intégrales, c'est-à-dire dans cette partie-là, fini la chasse.
pas faire la chasse complète partout, mais finir la chasse dans certains endroits, faire une réserve. Là, peut-être pendant 2-3 ans. Voyez-vous, ça pourrait être possible. Mais peut-être pas se faire violence quand même pour en arriver à un moratoire. Hein. Vincent, Jean-Jérôme Merci. Non, c'est intéressant le tour que prend la discussion ou de mettre voilà, le fait de l'igname, la coutume. Moi, je suis toujours... Alors, d'où je parle, hein, moi, je ne suis pas calédonien, je ne suis pas kanak. Mais on a ces mêmes problèmes partout, dans toutes les sociétés. Et je m'excuse si mes mots ils vont peut-être choquer, mais c'est juste pour... Enfin, choquer. De bien faire la différence entre la tradition et la culture. Emmanuel, qui est à côté de moi, il est directeur de la culture, pas directeur de la tradition. Il faut savoir si la coutume, c'est une tradition ou c'est une culture. Moi, je fais une grosse différence entre les deux. C'est quoi la différence ? Pour parler comme Vincent, qui est musicien, pour moi, la tradition, c'est un perroquet. On répète un truc. Peut-être un jour, même plus personne ne sait pourquoi. Mais on a toujours fait comme ça, on fait comme ça. La culture, et c'est la chance qu'on a avec la Roussette, c'est que c'est une valeur. Les valeurs, les gens, ils sont prêts à bouger pour une valeur. C'est une histoire de culture. Et je mets des guillemets à ce que je dis, quoi, mais le courage culturel, à un moment, c'est de dire, si je veux sauver une valeur, je suis prêt à faire des choses qui vont me faire de la peine de les faire, mais je sais que ça vaut la peine parce que je vais garder la valeur. Et pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est que la Roussette, c'est pas du poulet, quoi. Ce que j'ai entendu, moi, des études socio-anthropologiques, etc., c'est que c'est la valeur de la Roussette qui compte pour beaucoup de gens. Ça veut dire que c'est pas si je vais jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire, normalement, c'est pas la quantité qui compte. Il n'y a pas besoin de tuer beaucoup. Il y a une valeur symbolique. Et c'est la chance qu'on a avec la Roussette, c'est que c'est une valeur importante pour beaucoup de gens, pour tous les Calédoniens, les Kanaks et les autres. Hein. Et du coup, je pense que les gens, ils peuvent bouger pour une valeur. Tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur comment c'est né l'idée d'Agescore aussi. C'est né sur une chose qui s'appelle l'intelligence des gens, l'intelligence collective, en fait. C'est que quand on donne aux gens l'information, qui est de l'information scientifique, au bout d'un moment, on ne peut plus contester. On peut toujours me dire « Ah, c'est pas vrai, moi j'en vois plein ». Mais enfin, quand il y a des gens, qu'il y a Malik qui a fait plus de 3 ans de travail rien que là-dessus, qu'il y a des gens qui ont accumulé des milliers d'heures d'observation et tout, on ne peut pas dire que c'est des bêtises. Les gens normaux, je vais dire, quand on met ça sur la table, il n'y en a aucun qui dit « Ah, mais c'est pas vrai, moi je vais continuer comme avant, faire n'importe quoi ». Les gens sont intelligents. Les gens, au bout d'un moment, ils voient bien qu'il faut bouger et changer de comportement. Donc c'est ça la réflexion que ça m'amène, ce que vous introduisez sur la Roussette dans la coutume. Moi, je pense que les gens, ils peuvent bouger pour ça. Bouger même vers des directions où on dirait... où ils auraient l'impression de se dédire en tant que... Enfin, je vais dire un mot fort, mais de faire insulte à leur tradition. Mais c'est pas... ce qui compte, c'est pas les traditions, c'est la valeur que les gens y mettent dedans. Emmanuel ? Juste pour compléter Jean-Jérôme, les mots, ils sont en français, hein. Donc on est obligé de parler en français. Et c'est là où parfois on se fait embarquer dans le français. La coutume, c'est vivant, hein. Et ce que lui dit, c'est déjà en place. Je veux dire que les gens... ceux avec qui on travaille, ils ont l'habitude de ne pas manger les ignames expressément pour préserver la ressource. C'est déjà le cas. Et que ce qui compte, c'est le sens que l'on donne aux choses. Tout à l'heure, on a fait la coutume. Quand on est rentré, on a donné de l'argent. Les partenaires, ils ont amené des livres. Et c'est toujours la coutume. Il n'y a personne qui va venir renier et se mentir en disant... aller chercher des tapas, peut-être on va faire cuire 2-3 dugongs là pour que ça corresponde à une tradition. Je veux dire, mais on vit avec notre temps. Et la réalité dont on parle, c'est la réalité que les gens ils expriment à un moment donné. Donc c'est pertinent de poser la question du moratoire, mais le moratoire, ça n'est qu'un moyen. Comme les gardes nature, ça n'est qu'un moyen. C'est une politique de moyens. Les moyens, on va toujours trouver. Ce qui compte, ce n'est pas les moyens. Ce qui compte, c'est de déterminer ce qu'on veut pour notre pays. C'est là où, je dis pour ceux au moins avec qui on a échangé dans le cadre des enquêtes là, avec Malik et puis Philippe, c'est déjà le cas. Les gens ont retranché la Roussette des fêtes des ignames parce que pour eux, ce n'était pas pertinent. Et puis qu'il y a des stratégies ici à l'intérieur de la vallée, au district Goa, où on a déjà engagé aussi ça. Il faut
faut dédier des zones. Dans les enquêtes, on a aussi relevé des zones que les gens ont dédiées expressément pour interdites, tabous, il y a il y a déjà des moratoires en fait qui existent. Là où on essaie de concilier avec la réglementation, c'est de se dire, mais finalement, les autorités coutumières participent aussi à ce dispositif de réglementation. C'est là où on était peut-être parfois perçu comme exclu, et de dire que ça, c'est la biodiversité, la flore. On parle à des gens qui ne sont pas concernés. Et là, maintenant, on se retrouve à partager un même langage, finalement, quand on parle de valeurs, quand on parle de références qui évoluent, parce qu'on on est pragmatique, hein. On n'est pas des talibans ni de la coutume, ni de la science, ni de l'environnement. On évolue avec ce qu'on est. Hein. Donc l'orientation en ce moment donc, de la table ronde, on arrive à un moment où la décision, une certaine décision doit être prise. Il y a un constat, il y a des orientations qui sont faites. Finalement, on renvoie à la population aussi certains engagements. C'est ce que vous entendez dire. Les gens vont constater qu'il y a moins de roussettes de plus en plus, donc il faut agir pour ne plus en chasser encore. On renvoie en même temps la réflexion à toute la population qui est concernée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que maintenant, les gens... c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, c'est de pouvoir responsabiliser les gens. Parce que chacun a son rôle à jouer. Que ce soit le coutumier qui va s'occuper de la zone taboue. Mais comme on sait que la roussette, elle peut faire 150 km facile, quoi. Ça fait qu'elle peut sortir de la zone. Et quand elle sort de cette zone-là, voilà, ça dépend vraiment des gens qui sont... qui voient la roussette passer ou se poser sur un arbre. Parce que voilà, en vrai, c'est nous qui appuyons sur la gâchette, quoi. Ça fait qu'on a le droit, on peut décider de ne pas tuer l'animal, quoi. Et ce sur quoi nous on se base, c'est le pourquoi qu'est-ce qui va régir l'acte ou qu'est-ce qui va guider l'acte de ne pas appuyer sur la gâchette, quoi. C'est justement ça. C'est faire circuler les connaissances, partager la responsabilité pour que chaque personne soit sensibilisée. Vous qui êtes artiste, est-ce que vous pouvez faire les choses? Je prends un exemple direct de l'artiste, parce que je prends l'exemple de la musique et du kaneka. Hein. Les artistes ont été le véhicule des langues vernaculaires, par exemple, parce qu'ils chantent en langue, parce que voilà, et des combats pour l'environnement. Ce sont des acquis. Et pour justement ce genre de problématique, est-ce que les artistes peuvent aussi amener des éléments pour lutter contre beaucoup de choses, on va dire, Oui, en fait, on l'a vu avec la toile que réalise Will Par Nero. exemple. C'est que en fait, quand on voit un artiste opérer, ça touche la sensibilité, le cœur, l'intérieur des individus. Mais après, nous, on n'est pas dans l'intellect ou on n'est pas à la place de la personne. Mais notre part à nous, les artistes, ça va être ça. Ça va être jouer beaucoup sur l'intérieur, toucher, passer par l'émotion, passer par le sensible. Le scientifique, lui, il va nous apporter l'intellect. Et pas que le scientifique, mais aussi d'autres personnes. Mais je veux dire, comme vous parlez des artistes, les artistes, ils auront cette part-là de toucher l'émotion, que ce soit par la musique, par le graphe, par d'autres disciplines artistiques. Les autres acteurs de la société donc, qui sont sollicités, je suppose, les médias, bien sûr, et les autres acteurs, l'école, les différentes institutions, autres que la province, etc., et les mairies. Oui, du coup, les médias nous ont beaucoup aidés dans le cadre du programme à vraiment faire passer l'information. Et puis, on travaille petit à petit aussi sur le terrain à redonner toutes les connaissances qu'on a à l'heure actuelle, à faire connaître le travail qui a été réalisé par le groupe de concertation. Et petit à petit, je pense que c'est bien parti pour qu'on soit également appuyé par le groupe sur le terrain. Et avec de la chance remplacé petit à petit pour que tout ce travail-là, toutes ces convictions et puis cette sensibilisation, elles soient diffusées de
de plusieurs manières, que ce soit artistique, culturel ou avec des échanges environnementaux, mais vraiment partout. Pour continuer, donc, il nous reste quelques minutes, une demi-heure à peu près pour continuer la discussion. Pour le public, si vous êtes intéressé et vous avez des questions ou peut-être des interventions, on vous demande d'intervenir si vous voulez, donc, dans la discussion. Autrement, donc, vous êtes toujours, bien sûr, les bienvenus dans les différents stands. Donc il y a une intervention par là pour poser une question. Et vous l'avez bien entendu, donc il y a une orientation précise qui a été engagée sur la discussion. On est même arrivé à une forme de moratoire qui est peut-être dans les perspectives, mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore dans la réduction de la chasse et puis de faire attention et d'informer les gens. Donc, autrement, s'il n'y a pas de questions, je vais quand même revenir. Ah, s'il y a quelqu'un, donc allez-y. J'ai dit aujourd'hui, je vais faire le candide. Merci pour votre participation. J'ai remarqué, là, on a commencé la discussion en parlant des chasseurs et j'ai l'impression qu'on a terminé en parlant des mangeurs de roussettes. Est-ce que c'est faut pas plutôt développer, c'est bien un axe à développer, une pensée, un travail à développer? Voilà, merci. Est-ce qu'il y a un élément de discussion? Pour les mangeurs. Non, juste Malik complétera sûrement, mais c'est pour préciser que parmi une des études qui a été faite dans le cadre du cofinancement de l'OFB par l'Institut agronomique calédonien a montré, je ne sais pas s'ils sont dans le public, ils pourront peut-être prendre ma suite pour préciser aussi, mais il a aussi montré que les premières choses qui étaient évoquées par les gens quand on les sollicitait sur la roussette, c'était pas forcément tradition, espèce menacée, etc. C'était manger, bougna, c'était tout ça, quoi. Donc ça veut dire que oui, il y a forcément la question des mangeurs, Yvan Zong, c'est sûr. Voilà, très intéressant. Si vous avez des éléments ou plutôt des questions, mais aussi vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci là-dessus. Bonjour madame. Bonjour, du coup Séverine Boire de l'IAC, donc, qui a coordonné l'étude socio-anthropologique et juste pour compléter un peu cette histoire du glissement, plutôt que de questionner les pratiques des chasseurs, de rentrer se poser la question des mangeurs, puisqu'en fait, les chasseurs mangent la roussette, mais les mangeurs, ça concerne encore plus de monde que les chasseurs. Et qu'en fait, quand Laure Tindao, elle allait à la rencontre des gens, elle a rencontré plus de 150 personnes, et elle leur posait d'emblée la question, quand je vous dis roussette, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Et les premiers mots qui viennent, il y a eu plein de types de mots qui sont sortis, mais majoritairement, les gens nous ont parlé de l'aspect manger, bougna, repas. Et en fait, c'est vraiment intéressant de faire ce déplacement, de plus penser en termes de chasseurs, mais de penser en termes de mangeurs. Parce qu'en fait, manger, c'est pas que un acte biologique, mais c'est plein d'autres choses. Parce que manger, en fait, on mange, c'est une manière d'être soi. Donc, il y a le fait qu'on aime manger. Pour certaines personnes, manger la roussette, ça peut être aussi... j'avais vu ça sur des travaux aux Philippines, je crois. Manger la roussette, c'était comme gagner de la force, par exemple. Donc ici, ça ressort peut-être pas trop. Mais en tout cas, qu'on soit kanak, non kanak, en tribu, hors tribu, manger la roussette, c'est vraiment quelque chose de symboliquement très, très fort. Et que ce plat, même chez les Européens, on nous a dit, mais pour nous, c'est comme pour les Français, ils ont la Tour Eiffel, mais pour nous, on a notre plat de roussette en civet. Après, manger la roussette, c'est aussi une relation aux autres. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est pareil, c'est en tribu et pas en tribu. Au moment de la fête de l'igname, quand elle est consommée, il y a tout un processus qui se fait de transformation de l'animal sauvage en un plat qui est partagé
de différentes manières. On a parlé qu'il y avait plein de pratiques qui étaient différentes selon les endroits. Et pour ensuite le transformer en un objet qui est la monnaie et qui va en fait être réinvesti cette fois-ci pour mettre en relation les gens dans les pays kanaks. Donc on a vraiment cet animal, il est au cœur des relations sociales. Et enfin, manger un animal comme ça qui est prélevé dans le milieu, c'est aussi une manière d'avoir une relation à la biosphère. Alors c'est un peu un gros mot, c'est une manière d'avoir une relation aussi à la nature. Parce que quand on va chasser, on fait appel à plein de savoirs. On connaît des lieux, parfois sacrés, des lieux avec lesquels on a une histoire, où on a l'habitude d'aller chasser avec les enfants, avec le grand-père. Enfin, voilà. Et du coup, tout ça, ça crée des lieux qui sont plus que juste des endroits. C'est des endroits où il y a des histoires. Et on a vraiment une relation particulière avec le milieu. On va savoir qu'à tel moment, on peut chasser la roussette parce qu'elle est grasse, parce qu'elle est dans tel arbre, etc., parce qu'elle va consommer tel fruit. Et tout ça, ça montre que l'homme, il est dans une relation, il a une relation privilégiée avec la nature. Et du coup, manger, c'est vraiment tout ça. Ce n'est pas que juste se nourrir. Et en fait, on a choisi cette entrée-là aussi pour, dans le groupe de concertation, essayer d'éviter de partir tout de suite sur justement le bon chasseur et le mauvais chasseur. En fait, la question, c'est ce qui est beaucoup plus courant que chasser la roussette, c'est de la manger, et que là-dessus, ça nous concerne beaucoup plus tous, et d'où qu'on vienne, quelque part. Voilà, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a dans le public quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Bonjour. C'est pour une question, là. C'est pour savoir pourquoi on a 3 codes de l'environnement ici en Calédonie. Il y a le code de l'environnement province Nord, province Sud, province des îles. Tout à l'heure, vous parlez des roussettes, il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y aurait pas qu'un seul code de l'environnement ici chez nous? Voilà, il y a effectivement 3 codes de l'environnement. Donc, comme j'avais posé la question aussi tout à l'heure, que la roussette, elle traverse, mais sauf qu'il y a 3 codes sur l'environnement, donc les libres de l'autre côté, pas l'autre côté. Alors 3 codes de l'environnement, effectivement, oui. Il y a 3 codes de l'environnement parce qu'il y a 3 provinces et parce que la loi organique, par le critère de compétence générale, fait que ce sont les provinces qui sont compétentes en matière d'environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas complètement répondu à votre question qui est pertinente. On pourrait imaginer, et on essaye de le faire, on a déjà essayé de le faire, notamment dans un grand nombre de domaines de la pêche, dans certains domaines de la chasse, de discuter avec les 2 autres provinces, enfin de discuter entre provinces, pour essayer d'avoir des choses qui sont harmonisées. Après, je vais faire une remarque, mais qui est une sorte de boutade, quoi. Mais c'est que on a déjà du mal à se mettre d'accord nous à l'intérieur de la province. Alors après, il faut aller être d'accord avec les 3 autres provinces sur des sujets aussi importants. C'est parfois pas évident. Mais je sais, vous avez raison, ça fait partie des difficultés, d'autant plus qu'elles ne correspondent à aucune réalité écologique, puisque comme on l'a dit, les roussettes, elles, les limites des provinces, elles s'en fichent. Donc mais je peux pas, en tant que moi je suis employé par la province Nord, je peux rien faire d'autre que proposer des mesures pour la province Nord, et les collègues en province Sud font la même chose, et en province des îles la même chose. Voilà. Est-ce que ces éléments... Je voudrais compléter quand même sur l'histoire des codes de l'environnement. En ce qui concerne la chasse et la pêche, on est relativement proches. Les codes se ressemblent quand même ils sont assez proches. On travaille, la fédération travaille pour les deux. On travaille pour la province Sud et on a donné un coup de main également en province Nord. Vous voyez, donc on essaie d'harmoniser, si c'est possible, les codes de l'environnement du côté chasse, pêche aussi, je pense, que ce soit à peu près identique dans les deux. Voilà. Il y a une certaine volonté aussi, quelque part, de ne pas enfreindre les règles quand il faut, je suppose. Je dis ça parce que... nous sommes toujours, je suis du milieu aussi, donc par exemple au niveau de la province des îles, on chasse les roussettes en province des îles et on va faire le commerce en province sud ou ici. Donc c'est une réalité et il faudra que des éléments de réponse soient amenés pour que la protection de la roussette se fasse ici, mais aussi dans les 2 autres provinces, et que tout soit cohérent pour le pays, bien sûr, demain. Tu as des éléments de complément, Vincent? Oui, je voulais rajouter aussi que
que ce qui fait le caractère particulier de notre pays, par rapport à son statut, tout ça, c'est que justement, les lignes, elles peuvent bouger. C'est ça qui est intéressant pour nous quand on travaille dans... d'où le groupe de concertation, parce qu'en fait, c'est innovant, les méthodes. Ça veut dire que quand, par exemple, il y a une question comme ça sur les codes de l'environnement, eh ben, on se rapproche de ce qui pourrait être plus efficace. C'est-à-dire qu'après, c'est pas pour dire... c'est pas, en fait, on peut rester positif dans le fait que ça peut bouger, parce qu'on est dans un pays où les choses, elles peuvent bouger. C'est-à-dire que si jamais on dit qu'un jour, il y a un code pour tout le pays, c'est pas qu'un rêve, ça peut aussi se faire. Mais ce qui est bien dans la méthode qui est prise là, ici, dans le groupe de concertation et le forum, c'est que justement, il y a des avis de la population qui remontent. Et c'est ce qui fait, je répète, en fait, c'est ce qui fait le caractère particulier de notre pays. C'est que justement, il y a des choses qui peuvent se faire et être exemplaires pour d'autres pays. Parce que nous, ici, on a réussi à mettre en place des choses qui sont justement différentes qu'ailleurs. Ça veut dire que c'est possible d'arriver à ça, un code pour le pays. Et pour ça, il faut que justement, ce groupe de travail, il dure dans le temps. Parce que du coup, il faut qu'il y ait du suivi, quoi. Pour qu'on continue à refaire monter les nouveaux éléments qui viennent de la population, pour qu'on continue de faire descendre les éléments qui viennent de l'administration ou des scientifiques vers les populations. Il faut que ça continue, ce groupe, pour qu'on justement on puisse faire changer, faire bouger les lignes, pour que ça soit plus efficace. Madame ? Une autre question, c'est pour tout à l'heure, vous avez parlé des amendes. Les amendes ? Soi-disant pour que ce soit les coutumiers. Mais est-ce que ce ne serait pas possible de donner ces droits-là aux associations? Parce qu'il y a beaucoup d'associations d'environnement chez nous dans le Nord. Beaucoup d'associations de jeunes. Voilà des éléments donc, de réponse toujours à cette problématique de pouvoir, entre guillemets, donc, punir ou sévir. Il y a beaucoup d'associations, effectivement, qui sont là pour aider la société. Et la question de l'association pose beaucoup de problèmes derrière. Mais la question aujourd'hui, c'est que est-ce que les associations peuvent donner ces sanctions? C'est ça la question. Est-ce que la réflexion est arrivée chez vous sur cette question-là? La réflexion, elle est arrivée chez nous. Et bon, moi, je vais apporter juste des petits éléments que j'ai compris parce qu'il faut compléter, quoi. C'est vrai que tout le domaine juridique, faut comprendre, quoi. C'est difficile. Mais on a des juristes qui nous accompagnent sur ce point-là. Moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que voilà, ceux qui peuvent assermenter, c'est les gardes nature. Mais les coutumiers aussi, par un acte coutumier, ils peuvent aussi faire remonter une plainte jusqu'à la gendarmerie. Et pour parler des associations, les associations, pour qu'elles puissent intervenir, se porter partie civile, c'est-à-dire que partie civile, après, tu peux avoir des dommages et intérêts, quoi. Eh bien, en fait, ces associations, elles doivent être reconnues. Voilà, c'est ça. Et ces associations, elles doivent être reconnues d'intérêt à agir. Donc, ces associations, elles peuvent, pour être reconnues, je crois qu'il y a des démarches à faire auprès au commissariat pour qu'elles soient reconnues d'intérêt à agir. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent aussi intervenir dans le cheminement des procès, tout ça, pour se porter partie civile. Mais c'est vrai qu'il y a ces possibilités-là au niveau des associations, au niveau des coutumiers, pour accompagner le travail qui est fait au niveau des gardes nature pour justement faire remonter pour contrôler la réglementation et que ainsi ça peut arriver chez les autorités compétentes en termes de justice jusqu'au tribunal, quoi.
Merci. Merci donc de votre intervention. Vous avez d'autres questions? Un complément donc, qui vient de Malik. C'est juste pour compléter. Vincent, il a parlé humblement, il a dit que ça faisait partie des discussions. Mais même au-delà, ça fait partie des propositions qui ont été faites par le groupe. Quand on parle d'élargir les possibilités d'assermentation au-delà de ce qui est possible à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, les agents qui peuvent assermenter, c'est uniquement les agents de la fonction publique. Et dans les propositions de gestion, il y a 2 volets qui concernent la possibilité d'assermenter des gardes privés, par exemple. Notamment, par exemple, ça peut être le cas de membres d'associations environnementales. Et également la possibilité d'assermenter les coutumiers. L'idée, c'était de couvrir le plus large territoire de la province possible. Et comme on travaille beaucoup avec les associations, l'idée, c'était aussi de leur donner un peu plus de possibilités pour agir pour leur environnement. Et à l'heure actuelle, les associations, elles ont déjà la possibilité de porter plainte, les associations environnementales. Mais c'est vrai que c'est une démarche qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais qui est déjà possible. Et l'une des propositions du groupe, c'était vraiment d'aller plus loin et qu'ils soient assermentés au même titre que d'autres agents. Il y a un avantage sur la question de l'association et d'être dans le groupe, puisqu'on est plusieurs et c'est un groupe. Et souvent, on se connaît. Le problème de l'individu, c'est toujours difficile. Après, il y a des conséquences assez négatives de nos relations entre nous, etc. Donc, je suppose que c'est ça aussi les éléments qu'il faut amener. Oui, l'idée, c'était de voir comment des groupes de personnes, elles pouvaient agir sans le faire de manière personnelle. Donc, c'était pour ça qu'on s'est intéressé à cette question. Une dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez des zones minières où il y a des nids de roussettes? Voilà ma dernière question. Merci. La question sur les zones minières. Oui, voilà, où il y a des nids de roussettes. Où il y a des nids. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? La mine ou les roussettes? Ou les nids de roussettes? Je vais simplifier. Je ne sais pas, Nadia, si tu veux. Merci. C'est bon, c'est... Ah oui, d'accord. On va se rapprocher des opérateurs miniers. Donc, peut-être revenir sur les différents, voilà, les codes de l'environnement. Donc, comme l'a dit Jean-Jérôme, hein, donc la loi organique dit que l'environnement, c'est une compétence des provinces, comme on en a 3. Voilà. Et nous, ici, en province Nord, on rencontre souvent des problèmes avec les habitants de Pauillac, parce que c'est une commune limitrophe. Et donc, ça se répercute sur le crabe. Parce que là aussi, le crabe, c'est comme les roussets, comme tout animal, hein, ils n'ont pas de frontières. Hein. Le crabe, il a envie d'aller dans ce trou qui se trouve dans la province sud, il y va, quoi. Et donc, mais voilà, la réglementation, elle est différente. Donc, comme je dis souvent aux agents quand on se retrouve dans des espaces autres que cela, c'est que s'il y a un point commun que l'on peut retrouver pour la protection de telle espèce, il faut l'harmoniser. Je veux dire, c'est trouver un code pays là-dessus, quoi. Donc, voilà, donc ce sont c'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que chaque province après défend son territoire, hein, mais on essaie de trouver des points communs comme ça qui nous permettent d'harmoniser. Parce que ce que l'on recherche aussi, c'est l'harmonisation pays. Voilà. Mais il faut qu'on en discute entre nous, hein, c'est parce que c'est pas toujours évident, même au sein d'une même collectivité. Hein. Donc Jean-Jérôme, il parlait qu'il faut qu'ils s'entendent entre services. C'est comme nous aussi, hein, je veux dire, au niveau des élus. Mais on essaie d'aller jusque-là. Et donc, comme dit aussi Vincent, je veux dire, on peut faire bouger les lignes. Ce n'est pas quelque chose de figé. Il faut simplement s'entendre. Voilà. Ensuite, par rapport
par rapport Aux mines. aux mines. Aux mines, donc, on a le code minier dans lequel on a le volet environnement. Hein, et c'est ça qui nous permet de regarder tout ce qui est écosystème que l'on peut protéger autour d'un site minier. Hein. Et donc, les opérateurs miniers sont bien conscients de cela. Et donc, c'est à nous de cartographier le site et dire que, voilà, par exemple, là, il y a une forêt sèche. Et là, il y a une source. Donc, et là, il y a un nid. Donc, il est de notre devoir à assumer entre nous pour que ces espaces-là soient protégés. Et donc, voilà, mais nid de roussettes, oui, mais enfin, moi, je parle plus des forêts sèches, là, et des sources que l'on protège. Mais c'est par le biais de ce code de minier. Ce que vous dites simplement, c'est que sur le code minier et sur le code de l'environnement, etc., il y a des moyens de pouvoir protéger aussi bien les nids que les roussettes, que les autres... Exactement. Je veux dire, on a ces deux codes qui nous permettent de réagir, quoi, et de pouvoir apporter notre pierre, je veux dire, pour la protection de ces espaces-là. Il y a des codes coutumiers. Monsieur Tchibaou, donc pour discuter, pour continuer, qu'est-ce que vous avez des... Non, je voudrais juste faire le parallèle sur la question mine et préservation. C'est le cas sur les propriétés privées aussi, où voilà, de la même manière qu'on peut avoir des nids sur des propriétés privées, là on place la question sur une concession minière. Ça se passe déjà, où ça se fait déjà, où la province peut faire valoir la préservation de cet élément de la biodiversité. L'exemple je dis pour la partie culturelle, parce que moi je défends ma paroisse, c'est que la partie culturelle, elle étoffe aussi ce volet-là. Lorsqu'on préserve ces espèces emblématiques parce qu'elles ont du sens pour nous, pour nos populations, pas simplement parce qu'elles participent de la biodiversité et c'est hotspot de biodiversité mondiale, ça c'est bien pour le monde, mais c'est déjà d'abord bien pour nous. Et que les éléments culturels, je fais le lien par rapport à la méthode que l'équipe là, avec Malik et puis Philippe et puis Jean-Jérôme, ils ont abondé, ça permet encore plus de donner du sens à la préservation de cet animal. Parce qu'on non seulement on ajoute le volet qui est celui de la faune, la flore, prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, c'est aussi donner une dimension qui la rapproche de nous les hommes. C'est juste ces éléments-là que je voulais partager parce qu'on le fait déjà pour ce qui est pas simplement des éléments d'environnement, mais aussi pour si on trouve un site culturel sur une zone minière, on cartographie, on fait l'enquête culturelle dessus et puis après on discute avec le propriétaire privé ou celui qui est minier pour déterminer les zones de préservation, enfin les zones dans lesquelles on peut préserver ces éléments-là de culture ou de biodiversité. Voilà. D'autres interventions dans le public? Oui, il y a quelqu'un qui veut répondre. Le micro peut circuler derrière vous, à ma droite. Oui, bonjour. Moi, je me posais une question, c'est parce que la concertation, elle permet de discuter avec l'ensemble de la population et de voir comment on peut agir sur notre consommation humaine de roussettes. Et après, il y a quand même un autre prédateur de la roussette, qui est le chat à arrêt, qui mange des roussettes, mais qui mange aussi des oiseaux et des lézards, et qui a un très fort impact, semble-t-il, quand même, sur ces espèces-là. Est-ce qu'il y a des mesures aussi qui peuvent être prises pour la réduction de cette population qui est quand même un prédateur? Si j'ai bien lu les panneaux, on mange, nous, 8% de la population de roussettes, ils en mangent 7%. C'est quand même pas mal. Voilà, il y a d'autres prédateurs. Voilà le prédateur. Oui, vous parlez du chat arrêt, c'est vrai, il fait beaucoup de dégâts dans l'environnement.
Nous menons déjà des campagnes importantes sur les sites miniers d'ailleurs, de capture et de régulation des chats. Partout où on se trouve, c'est-à-dire en province sud également, parc de la Rivière Bleue, parc des Grandes Fougères, dans tous aussi les parties sylvicoles qu'on surveille pour la protection, c'est-à-dire contre la lutte contre les cervidés et puis les cochons. Et quand on rencontre les chats, ils n'ont pas de chance en général. Voilà. On fait déjà de la régulation sérieuse sur le chat arrêt partout où on peut. On travaille sur environ 50 000 hectares quand même en province sud. Ça fait quand même des grandes surfaces qui sont surveillées et partout où on trouve du chat, on l'élimine. Voilà, tout simplement. Mais c'est déjà le chat arrêt, c'est-à-dire la Fédération de la faune et de la chasse, travaille beaucoup sur la régulation du chat arrêt. Malik ou Nadia? Comme je l'ai dit ce matin, hein, je veux dire, on peut citer toutes les menaces. Hein. Je veux dire, toutes les menaces, mais ces menaces-là sont liées à l'homme. Hein, parce que le chat arrêt, c'est un chat domestique au départ. Donc, ceux ou celles qui ont des chats chez eux, hein, donc ça, c'est un appel. Déjà? Voilà. Il faut déjà bien surveiller vos chats. Faites en sorte qu'ils ne s'échappent pas dans la nature. Parce qu'une fois qu'ils se barrent de la maison et que tu ne fasses pas attention, elle va se coupler avec un autre chat. Et puis on se retrouve avec des chats arrêtés tout partout. Là. Donc il y a déjà une première action, c'est déjà bien surveiller ton chat à la maison. Parce que les chats arrêtés, si je ne me trompe pas, ce sont des chats domestiques au départ. C'est comme les chiens. Hein. Je veux dire, les chiens, si tu ne les surveilles pas, si tu ne les élèves pas comme il faut chez toi, ils vont aller chercher à manger ailleurs. Ici, à Yingen, je sais que quand il y avait, il y avait une expérience là, sur la lutte contre les cerfs, hein, c'est avec Dayoubik. Parfois, les gens, ils reviennent, ils me disent, on se fait attaquer par des chiens. Hein? Ce sont des chiens qui étaient des chiens domestiques au départ. Tu ne le nourris pas à la maison, il se sauve, et après, il devient un chien errant et un chien qui essaie de te courir après. Hein? Donc, la première des choses, c'est déjà bien surveiller ces animaux que vous voulez garder chez vous, que vous voulez élever chez vous. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, après, comme toutes les menaces, le feu, hein, c'est pas l'allumette, elle ne s'allume pas toute seule. Hein. Donc, c'est toi qui allume ce feu-là. Donc, voilà. Donc, toutes ces menaces-là, on a beau les citer, on peut faire une liste, mais c'est déjà lié à l'action de l'homme. Donc, ça veut dire que là, je renvoie ça sur le comportement de l'homme. Donc, essaie de changer ton comportement. Donc, quand je dis ça, je m'adresse à tout le monde, hein, y compris moi. Il faut que je change de comportement quand je veux protéger mon patrimoine. Là où il se situe. Hein. Terre, mer, l'air, mais... c'est déjà à commencer par toi-même, ton action propre. Est-ce qu'il y a des mesures en fait qui sont mises en place ou qui sont en réflexion justement pour qu'il y ait peu de chats errants ou des chats qui se sauvent, etc. Donc il y a eu des campagnes de stérilisation pour éviter qu'il y ait des chats qui retournent dans le milieu naturel. Le problème à l'heure actuelle, c'est que finalement le chat arrêt, il est partout en Nouvelle-Calédonie. Les collègues de Dayoubik, là par exemple, ils ont retrouvé, en mettant des pièges photos, ils ont retrouvé des traces de chat arrêt, des photos de chat arrêt jusqu'en haut du Mont Panier. Et à l'heure actuelle, on n'est pas en capacité, du moins on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre cette menace. Par contre, la chasse, ça dépend directement de nous. Donc la chasse et le braconnage, ça dépend directement de nous et ça, on peut agir rapidement. Vu l'urgence, c'est pour ça que nombreuses des mesures, elles concernent plutôt la chasse, mais il y a aussi des mesures plutôt sur identifier des moyens de lutte efficaces contre les chats arrêts. C'est aussi un point que le groupe a soulevé.
À l'heure actuelle, il y a le Conservatoire d'espaces naturels qui mène un gros travail appuyé par les scientifiques et les provinces pour pouvoir identifier comment on peut lutter efficacement, mais sans utiliser notamment des poisons qui seraient problématiques pour le reste de l'environnement et potentiellement pour nous aussi, les hommes. Nous arrivons pratiquement au terme de la table ronde. Une dernière question. Oui, rapidement, une question qui va dans le sens de ce que vous mentionnez. Alors une question peut-être pour Malik et l'équipe de concertation, c'est est-ce qu'à ce stade, il y a une réflexion sur les mesures qui auraient le plus d'impact? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez après avoir collecté l'avis des usagers, des populations? Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des informations ou des idées sur là où il faudrait, dans un monde idéal, agir en priorité pour les roussettes? L'aspect impact des mesures, des 27 mesures là. Ou est-ce que c'est pas une réflexion pertinente? L'idée, c'est qu'il y a des mesures qui dépendent d'autres mesures et aussi que c'est vraiment, c'est pas juste des propositions qu'a fait le groupe, c'est vraiment dans l'esprit d'avoir une réflexion sur un plan de gestion des roussettes. Donc, il y a beaucoup de mesures qui vont fonctionner uniquement si elles sont combinées. Et donc, il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été identifiées comme celles qui régleraient la situation à elles seules. C'est vraiment des groupes de mesures à prendre ensemble pour pouvoir améliorer la situation. Voilà, c'était donc la dernière question avec le public, avec les échanges avec le public. Maintenant, on va passer à notre séquence finale de cette table ronde. Je vais commencer par les deux qui sont au bout pour terminer avec Madame Heo tout à l'heure, le dernier mot, après tout ce qu'on a dit. Donc, vous voyez, le public a bien suivi ce qui s'est dit et ils ont demandé que tout ça, là, la dernière question, c'est comment, qu'est-ce que ça va être demain. Donc maintenant, la question, c'est qu'on ouvre le débat sur d'autres situations, mais aussi sur d'autres orientations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire après les échanges qu'on a eus aujourd'hui? Aussi bien sur les roussettes, mais s'il y a d'autres sujets à évoquer. Mais plus principalement sur la roussette, ça serait mieux. D'autant que pour moi, on est encore une fois, mais comme je suis déjà intervenu sur ce point-là tout à l'heure, hein, sur la roussette, on est sur quelque chose de très, de beaucoup plus spécial qu'une autre espèce menacée à cause de la valeur qu'elle porte. Donc les suites, il y a on a dit toute cette organisation, elle a pour but de conscientiser un peu chacun là où il est. Qu'il s'agit maintenant d'agir. Et quand je disais tout à l'heure d'être un peu, entre guillemets, violent avec soi-même, c'est à ça qu'en général qu'on reconnaît la vraie action. C'est quand on se dit « Ah, ça m'embête, pour être poli, de faire ça ou de ne pas le faire, mais je vais le faire quand même parce que j'ai compris que la situation, elle est trop grave et que si jamais je ne prends pas sur moi, les choses vont très mal tourner pour tout le monde. » On reconnaît l'action, la vraie action, au fait qu'elle n'est pas confortable. Donc il faut se mettre un peu en avant et dire avant je faisais ça, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup ceci, j'aime beaucoup aller à la chasse, mais je comprends qu'il faut vraiment réagir maintenant. Donc ça c'est la première suite qu'on espérait. Après il y a d'autres suites plus organisationnelles ou pragmatiques. Il y a le groupe le groupe de concertation dont on a longuement parlé, dont la dynamique nous-mêmes nous a surpris, qu'on va dire, favorablement, et qui a envie de continuer à porter cette parole, à la répandre. On a parlé aussi tout à l'heure du fait, il y a eu une intervention dans le public aussi sur le fait qu'on a 3 codes, etc. On est bien conscient qu'il faut élargir la discussion aussi aux collègues des autres provinces, qui eux aussi ont ce souci-là, bien sûr. Donc voilà, je jette un peu dans le désordre, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a un énorme effort de sensibilisation qui est à faire, on l'a vu. Malik, Philippe, le groupe, ils ont déjà travaillé à des outils qui existent, mais il faut encore déployer cet effort. Au cours de la journée, des gens m'ont parlé des interventions dans les écoles, du fait qu'on pouvait mettre des supports, qu'il y avait déjà des gens qui utilisaient les premiers supports produits par le projet. Donc voilà, les pistes d'action, elles sont nombreuses, mais moi j'appuierai surtout sur la première action, comme disait l'autre, aidez-vous vous-même. C'est-à-dire la première action, c'est vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez changer à ce que vous faites d'habitude ?
Et un jour, peut-être, on verra des gens prendre la parole dans les réunions familiales ou des paroles dans des coutumes en disant, ben là, par exemple, là, on a mangé les roussettes. Je trouve que la prochaine fois, l'année prochaine, tout ça, faut faire peut-être on peut faire un effort, ou peut-être faut manger moins, peut-être faut faire attention, je sais pas. Je rêve peut-être, mais quand on sera arrivé à ce stade-là, on aura vraiment changé des choses. Emmanuel, le dernier mot, donc, que vous voulez dire, c'est quoi? Pas après toute la discussion qu'on a eue sur les différentes interventions. Sur les orientations, par exemple. Sur les orientations, bon, voilà. Je pense que c'est important de donner du sens aux actions qu'on engage, hein. Qu'on soit dans les collectivités ou qu'on soit autorité coutumière ou parents d'élèves. C'est clairement là ce que nous dit l'étude, c'est que d'ici 20 ans, c'est fini. On ne mange plus les roussettes. Donc à partir de là, on fait quoi? Peut-être qu'avoir une veille sur une phase pilote à engager sur des stratégies de moratoire à certains endroits pour lesquels on a identifié avec des autorités coutumières des zones qui sont déjà tabous. Et puis, ben voilà, avoir des stratégies concertées, c'est pas simplement à l'échelle de la province, c'est aussi, comme on a dit tout à l'heure, à l'échelle du pays. Parce que les roussettes, comme nous, on n'a pas de passeport, on traverse voilà, le pays de long en large, quoi. Et quand je dis donner du sens, c'est aussi ben voilà, savoir ce qu'on veut pour nous-mêmes déjà. Si c'est important pour nous, ça sera important pour nos enfants. On ne peut pas se prévaloir de ce qu'eux ils vont faire comme choix, mais déjà, nous, à notre niveau, avoir des phases de concertation plus régulières et de suivi, type Forum Roussette, peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans, afin de se retrouver avec l'ensemble des acteurs sur des stratégies voilà, à moyen terme, quoi. Et voilà, peut-être après, nos élus ils vont éclairer ça avec des budgets, mais déjà, si nous, on peut s'éclairer soi-même, c'est déjà bien. Voilà. Voilà, merci. Mais, voilà, puis peut-être ouvrir à d'autres espèces, hein, parce que c'est pas la roussette, elle vole pas toute seule, hein. Il y a plein d'animaux qui naviguent autour de la roussette, que la mer, la terre, c'est pareil. Donc ces stratégies-là, la méthode, elle est intéressante avec l'environnement, et peut-être que c'est à élargir sur d'autres champs, parce que ça mériterait d'être éclairé aussi sous d'autres angles. Je pense aux chasseurs, et on a oublié les mangeurs aussi. Parce qu'il y a plus de mangeurs que de chasseurs, hein. Voilà, vous l'avez bien compris. Emmanuel Chibaou, donc directeur de la culture à la province Nord. Et puis auparavant, vous avez eu Jean-Jérôme Castan, chef du service impôts et environnement et concertation donc, de la province Nord. Et je le rappelle, il est à l'origine du programme Horizon Roussette. À côté d'eux, nous avons donc les chasseurs, ou la Fédération des chasseurs, pardon. C'est M. Pierre Aubé. Pour terminer. Oui. Alors, moi, je vais dire quelque chose d'assez compliqué. Je crois qu'il faut réveiller les consciences de tous, des chasseurs, des mangeurs, et des administratifs également. C'est une conscience qu'il faut réveiller, mais dans tout domaine. Voilà. On ne peut pas réussir cette affaire de protéger la ressource roussette s'il n'y a qu'un seul acteur qui se met au boulot. Il faut que tous s'y mettent, tout le monde. Et ça va aussi à l'école. Je pensais même à une chose, parce que je suis un enseignant retraité de l'éducation nationale, donc je peux en parler. On pourrait peut-être même le mettre dans le programme primaire de l'école primaire. Et pourquoi pas? Donc là, on est sûr que ça passera à l'école. Et puis voilà. Merci beaucoup. On va passer à Vincent Djamali. Après, ce sera donc Malik Wedine et puis Madame la représentante de la province Nord. Vincent. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, et qu'on a besoin de méditer. Ouais, je crois qu'on a besoin de méditer sur tout ça. Et voilà, nous, le groupe de concertation, on est une 20aine de personnes. Mais je crois qu'on représente beaucoup de personnes qui sont sensibles par rapport à notre environnement. Et je pense que nous, on sera juste les relais, quoi.
Mais voilà, c'est comme disait Jean Jérôme, que voilà, ça dépend de chacun. On a besoin de tous se responsabiliser et surtout aussi de mettre les avis en concurrence, pas en compétition. Mais vraiment concourir ensemble pour que voilà, on arrive à avoir nos populations de Roussette augmenter plutôt. Ouais. Merci Vincent. Malik? Oui, donc avant de répondre, c'était juste pour rappeler que tout ce travail-là, c'est un fruit d'un long travail et d'un travail où il y a beaucoup de monde qui ont participé. Les agents de la province Nord, des habitants et habitantes de la province Nord, beaucoup d'associations, notamment certaines qui sont avec nous aujourd'hui, comme l'Association pour la conservation des chauves-souris, d'Ayoubik, qui ont vraiment œuvré pour aider à compter les roussettes, aider sur le terrain, et puis beaucoup de gens qui nous ont partagé leurs connaissances, leur manière de penser, et plus récemment aussi le groupe là, qui nous accompagne, avec certains membres du groupe qui travaillent pour les roussettes depuis déjà des dizaines d'années. Et que vraiment le message qui est porté là, c'est un message d'un groupe qui était une vingtaine de personnes ce matin. Et puis depuis que vous avez donné chacun vos avis et vos recommandations, beaucoup plus de personnes. Ce message-là, il va pouvoir être partagé avec d'abord les services de la province Nord, et puis après nous le faire remonter le mieux que possible aux élus pour que tout le monde puisse avoir mis sa pierre à l'édifice pour construire ce travail. Et voilà, le travail, c'est que le lancement. On a un groupe de concertation là, constitué vraiment de personnes qui sont impliquées et qui donnent du temps pour les roussettes. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire, mais il y a beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre. Et puis n'hésitez pas aussi à faire appel à nous sur que ce soit la page Facebook Horizon Roussette ou sur le site internet de la province Nord pour qu'on essaye, si on est disponible, pour venir apporter ce travail-là un peu partout, que ce soit au nord, au sud ou aux îles. Voilà, merci Malik pour ces précisions. Maintenant, on va terminer avec Madame Nadia Heo, conseillère donc de la province Nord et présidente de la commission environnement. Vous avez été très à l'écoute aujourd'hui, puisque je suppose que le public est là et attend beaucoup de vous, d'éclaircissements, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Merci encore une fois d'avoir été ici pour cette table ronde. Merci. En même temps, je rappelle simplement aux auditeurs que c'est la seule femme qui est ici, donc sur le podium. Et la plupart des intervenants ont été des femmes. Donc merci mesdames d'avoir intervenues, parce que vous avez rééquilibré les choses pour nous. Madame Heo, c'est à vous donc de terminer ce temps de discussion, cet espace de discussion sur Jido Radio. Merci Romain. Donc je voulais dire ici que les propositions qui ont été faites par le groupe de concertation, mais je les ai découvertes en même temps que vous. Donc vous voyez la lourde charge que j'aurai à faire pour faire remonter tout cela à notre niveau. Mais ça fait partie de notre travail et de mon travail, évidemment. Et donc, ce groupe de concertation est à saluer. Je veux dire que je salue moi-même, parce que tout ce qui a été dit ici et tout ce qui a été aussi relevé par le public, ils sont pratiquement déjà bien écrites dans les propositions, là, et elles sont assez claires. Donc, à partir de là, ce que je leur disais, c'est que maintenant, il faut prioriser par rapport à des actions qui peuvent être menées à court terme ou à moyen terme. Parce que vu le déclin de la population de la Roussette, je pense qu'il faudrait agir dès maintenant. Et quand je dis agir dès maintenant, c'est plus à court terme.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, moi j'ai une ligne rouge. Je veux dire, on a une contrainte budgétaire, mais avec tout ce qui est dit, avec toute l'association de tout le monde là, je veux dire, les coutumiers, les associations, la population civile, et la fédération des pêcheurs, chasseurs, pardon, parce que je suis toujours avec les pêcheurs. Bah, c'est la même lutte. Je veux dire, voilà. Donc vous, c'est sur terre, eux, c'est sur mer, mais c'est toujours pour la sauvegarde de notre patrimoine. Et donc, ce sont des arguments qui me permettent aussi après d'arriver auprès des élus là-haut et leur dire que voilà ce qui ressort de cet espace Horizon Roussette. Et à nous maintenant de dire qu'est-ce qu'on va prioriser aussi à notre niveau. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que ce ne sera plus la province toute seule qui va mener les actions, mais ça va être tout le monde ici présent. Donc, c'est bien ce que j'ai compris de la concertation. Et ensuite, ça, pour un objectif bien précis, préserver notre ressource. Parce que comme je l'ai dit ce matin, il faut que cette ressource-là, la génération qui viendra, la voit en réel, pas en image. Et que s'ils veulent aussi la toucher, c'est toucher l'animal réel. Et Romain, excuse-moi de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'oiseau, parce que j'ai été reprise par le directeur de la DDE qui me disait que la roussette n'est pas un oiseau, c'est une mammifère. Donc voilà, parce que les oiseaux, et de ce que dit la SCO, les oiseaux, c'est ceux qui ont des plumes. Et la roussette n'a pas de plumes, mais a des doigts. Voilà, donc, et porte son bébé. Donc c'est aussi... c'est aussi ça, je veux dire, voilà. Voilà, c'est aussi ça. Donc, voilà, la roussette, elle est comme nous, les êtres humains. Nous sommes des mammifères. Donc, voilà, protégeons-la comme nous nous protégeons nous-mêmes. Voilà, pas pour nous tout seuls, mais pour les enfants qui viendront après. Voilà, merci. Merci, Madame Heo, pour ce dernier mot. Merci au public, merci aux équipes techniques d'avoir participé, d'avoir assuré donc, cette table ronde. Merci à l'équipe qui l'a préparée avec moi, bien sûr. Je parle de l'équipe de Malik avec Philippe, etc. Merci aussi à ceux qui sont venus intervenir. Encore une fois, en tout cas, nous, on a toujours parlé de chasseurs, on a oublié de parler des mangeurs, donc autant pour nous. Mais en tout cas, passez une bonne fin de journée. C'est pas fini. Le programme ici va s'achever à 20h. Il y aura des choses à savoir encore ce soir, puisqu'il y aurait une bonne animation. Merci encore une fois à vous. Merci aux auditeurs qui ne sont pas ici avec nous, mais qui nous écoutent de là où ils sont. Soyez à l'écoute, continuez à être fidèles et bien sûr à très bientôt sur le canal. Moi, je vous rejoins à 17h30 pour notre dernière intervention d'ici. Merci Oletti.